Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Anne Trépanier, je suis psychiatre et aujourd'hui, je vous présenterai la psychiatrie 101 dans le cadre des capsules pour le EcoCHUM des troubles concomitants. Donc, au niveau des déclarations de conflit d'intérêts réel ou potentiel, je n'ai aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien ou non avec le contenu de cette présentation. Donc voilà, puis voici pour les objectifs d'aujourd'hui que qu'on souhaite vous transmettre aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on souhaite permettre aux partenaires d'améliorer leur connaissance de base sur les diagnostics psychiatriques. Donc, on va aborder les grandes catégories de diagnostics en santé mentale, faire la distinction entre les principaux diagnostics psychiatriques et reconnaître les symptômes les plus importants de certains troubles de santé mentale. Donc, qu'est-ce que la psychiatrie? En fait, c'est une spécialité médicale qui observe et évalue finalement et traite la relation entre le psyché et le cerveau. On retrouve dans la psychiatrie l'apport de différentes sciences, tant humaines que biologiques, et donc plusieurs sciences sont contributives à la psychiatrie. On retrouve entre autres la neurologie, la psychologie, la pharmacologie, la génétique et j'en passe. Et la psychiatrie présente dans ce contexte-là un champ de pratique qui peut être très vaste, passant de la pédopsychiatrie jusqu'à la gérontopsychiatrie et aussi par la psychiatrie des toxicomanies. Afin de nous aider à conceptualiser et à mieux comprendre les patients qui présentent des troubles de santé mentale, on utilise le plus souvent le modèle biopsychosocial qui nous permet de conceptualiser le patient à différents niveaux. Donc, on y considère alors les facteurs biologiques pouvant expliquer la présence ou même le développement de certaines pathologies. Donc, entre autres, on va pouvoir considérer les facteurs génétiques, ainsi que les facteurs, par exemple, aussi péri- et prénataux, qui peuvent aussi contribuer au développement de psychopathologies tant dans l'enfance que plus tard au cours du développement. Je n'aurai pas la possibilité de vous nommer tous les exemples, mais vous aurez la possibilité aussi de voir le modèle en tant que tel là, sur le portail lorsqu'on aura terminé cette présentation. On retrouve aussi des facteurs psychiques, dont entre autres l'identité personnelle de l'individu, son estime de soi, les relations d'attachement, ensuite aussi toutes sortes de phénomènes qui sont conscients et inconscients chez les patients qui vont influencer potentiellement là, différents aspects dans le développement des troubles psychiatriques. Puis, il y a aussi différents facteurs socio-culturels qui sont aussi très importants à considérer pour comprendre le contexte dans lequel les troubles de santé mentale peuvent se développer. Donc, on y retrouve entre autres les facteurs sociodémographiques, tout comme le statut social, le logement, et donc des facteurs de vulnérabilité sociaux sont nécessaires à être identifiés là, chez plusieurs patients. On regarde aussi les relations avec les proches, les parents, les amis, des éléments au niveau de la stabilité familiale peuvent aussi nous indiquer si c'est des éléments qui sont protecteurs, voire même précipitants ou perpétuants là, dans certaines difficultés que peuvent présenter nos patients. Donc, on considère ces trois sphères, donc les facteurs biologiques, psychiques et socioculturels, afin de mieux comprendre la complexité là, de la présentation des troubles psychiatriques. Voici une définition qui nous est offerte aujourd'hui par l'American Psychiatric Association. Vous retrouverez cette définition d'ailleurs dans le DSM-5. Donc, de la manière qu'on le retrouve dans le DSM-5, on parle alors d'un trouble mental qui est un syndrome caractérisé par une perturbation cliniquement significative de la cognition d'un individu, de sa régulation émotionnelle ou de son comportement, et qui reflète l'existence d'un dysfonctionnement dans le processus psychologique, dans les processus psychologiques, biologiques ou développementaux qui sous-tendent le fonctionnement mental. Donc, les troubles mentaux sont le plus souvent associés à une détresse, et cet aspect-là est très important. Donc, ils doivent être associés à une détresse ou une altération importante des activités sociales, professionnelles ou des autres domaines importants du fonctionnement. Pour ce qui est des réponses attendues ou culturellement approuvées à un facteur de stress commun ou à une perte, comme la mort d'un proche par exemple, ceci ne constitue pas des troubles mentaux. Les comportements déviants au niveau social, donc sur le plan politique, religieux ou sexuel, ainsi que les conflits qui concernent avant tout le rapport entre l'individu et la société ne constituent pas de troubles mentaux, à moins que ces déviances ou ces conflits résultent d'un dysfonctionnement individuel tel que décrit plus haut.
On retrouve donc dans le DSM-5, c'est le manuel où on retrouve les différents critères pour les classes diagnostiques. Donc, la classification des différents troubles mentaux, les critères diagnostiques développés pour chacun pour favoriser un diagnostic le plus fiable possible. Un des défis que nous avons en psychiatrie, c'est que la description des processus pathologiques sous-jacents de façon précise est souvent impossible. Et actuellement, les critères diagnostiques qui ont été établis dans le DSM-5 pour l'Amérique du Nord elle est la meilleure description disponible pour les troubles de santé mentale à l'heure actuelle. Il y a une classification catégorique de troubles distincts, donc il y a quand même certains symptômes, par exemple l'anxiété, qui vont être impliqués dans diverses catégories diagnostiques. Donc, ce qu'on doit aussi considérer qu'il y a présence de différents sous-types et spécifications pour certains symptômes qu'on va retrouver là, justement là, dans différents diagnostics. Pour vous donner, et plutôt pour vous permettre de lire les différentes sphères ou catégories de diagnostic, voici une liste que vous allez voir sur les 2 prochaines diapositives. Donc, on retrouve ici, par exemple, les troubles neurodéveloppementaux. Dans les troubles neurodéveloppementaux, on va retrouver, entre autres, le TDA, le TDAH, ensuite, le spectre de la schizophrénie, autre trouble psychotique qui va aussi inclure le trouble psychotique non spécifié, l'épisode psychotique bref. Ensuite, les troubles bipolaires et apparentés, les troubles dépressifs, où on retrouve d'ailleurs le trouble dépressif persistant ainsi que les épisodes dépressifs caractérisés. Les troubles anxieux, il y en a plusieurs, dont entre autres l'agoraphobie, le trouble panique, l'anxiété sociale, les troubles obsessionnels compulsifs ou apparentés, troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress. Et c'est là où on va retrouver le trouble de stress aigu ou le trouble de stress post-traumatique. Et je vais passer les 2 suivants. Ensuite, on retrouve des troubles de conduite alimentaire et de l'ingestion d'aliments. Donc, on reconnaîtra entre autres l'anorexie ainsi que la boulimie. Ensuite, on peut retrouver des troubles de l'alternance veille-sommeil, comme par exemple de l'insomnie. Ensuite, la dysphorie du genre, les troubles d'utilisation d'une substance et les troubles addictifs. Et donc, dans cette catégorie, on va retrouver tant les critères au niveau du trouble d'usage que des intoxications et des sevrages, les troubles neurocognitifs et les troubles de personnalité. Pour vous présenter en bref quelques exemples là, de critères diagnostiques qu'on va retrouver dans le DSM. Ici, la difficulté, c'est qu'on doit vraiment vous présenter tout ça d'une manière succincte, mais c'est beaucoup plus développé dans le manuel, mais aussi dans d'autres types de présentations là, plus détaillées. Donc, pour la fonction de la capsule d'aujourd'hui, si on regarde, par exemple, le trouble dépressif caractérisé, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on doit retrouver au moins 5 symptômes suivants de la liste, là, à partir du critère A, qui doivent être présents pendant au moins 2 semaines, puis qui représentent un changement par rapport au fonctionnement antérieur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais dans la définition du DSM, la notion de fonctionnement était primordiale. Donc, c'est ce qu'on retrouve, entre autres, dans le critère A ici. Et pour poursuivre, au moins un des symptômes doit être soit une humeur dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir. Et donc, une personne qui souffre de dépression peut présenter quand même un certain spectre de symptômes et pourrait, entre autres, présenter, oui, une humeur dépressive quasiment toute la journée, avec une diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir, mais avec une prise de poids et une augmentation de l'appétit, contrairement à d'autres patients qui, eux, pourraient avoir une diminution de l'appétit. Et un patient pourrait présenter de l'insomnie, tandis qu'un autre de l'hypersomnie. Donc, c'est vraiment l'addition des symptômes dans un contexte de dysfonctionnement qui va nous permettre d'apposer un diagnostic de dépression majeure. Puis, il y a quand même d'autres symptômes clés tels que la dévalorisation, la culpabilité excessive et les pensées de mort récurrentes et idées suicidaires qui sont aussi souvent assez importantes à aller rechercher pour clarifier quel type d'intensité d'épisode dépressif nous avons. Les symptômes, au critère B, les symptômes induisent une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement.
Pour la maladie affective bipolaire type 1, pour l'épisode maniaque, plus spécifiquement parce qu'en fait, la maladie affective bipolaire type 1 peut présenter tant des épisodes dépressifs majeurs, comme je viens de vous présenter à la diapositive antérieure, que des épisodes maniaques. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'épisode maniaque? C'est une période délimitée dans le temps durant laquelle l'humeur est changée, donc soit élevée, expansive ou irritable. Puis on parle aussi parfois, même si ce n'est pas écrit comme ça, mais d'euphorie. Puis tout ça, c'est présenté de façon anormale et persistante, avec une augmentation normale et persistante toujours de l'activité orientée vers un but ou de l'énergie. C'est-à-dire que les gens se mettent à avoir plein de projets. Puis ceci, ça persiste la plupart du temps pendant au moins une semaine. Donc, au cours de cette même période, on doit retrouver aussi une perturbation au niveau de l'humeur, d'augmentation de l'activité de l'énergie, au moins 3 des symptômes suivants que vous voyez dans la liste des 7 symptômes des critères B. Donc, par exemple, si une personne présente une réduction du besoin de sommeil, une augmentation de l'estime de soi, se disent, écoutez, moi, je vais réinventer, par exemple, la business des épiceries, alors que cet individu-là, d'ordinaire, est un empaqueteur pour une épicerie ou encore un caissier, puis qui dit, non, moi, je vais révolutionner, je vais m'ouvrir 12 épiceries, alors qu'il n'a aucune expérience. On peut estimer qu'il y a peut-être une anguille sous roche ici, puis qu'effectivement, peut-être que monsieur présente là, une augmentation de l'estime de soi. Souvent, c'est des gens aussi qui vont présenter une plus grande communicabilité que d'habitude. Donc, ils sont difficiles à arrêter lorsqu'ils se mettent à parler. Puis, ce qu'on pourrait observer aussi, par exemple, c'est qu'ils se mettent à avoir un engagement excessif dans des activités à potentiel élevé. Donc, par exemple, le jeune individu qui veut s'ouvrir plusieurs épiceries, même s'il n'y a pas d'expérience, se met à investir beaucoup d'argent sans trop avoir réfléchi à un plan d'affaires et il se met dans une situation financière très difficile. Ça peut être un exemple justement d'activité potentielle à potentiel élevé de risque. Puis, le critère C, finalement, c'est que la perturbation de l'humeur est suffisamment grave pour entraîner une altération marquée du fonctionnement professionnel ou des activités sociales ou pour nécessiter une hospitalisation. Donc maintenant, pour poursuivre le plus dans la catégorie des troubles psychotiques, ici, on va vous présenter la schizophrénie. Étant donné qu'il y a quand même un spectre de troubles psychotiques, il y a quand même des critères assez précis pour chacun d'eux. Donc, voici pour la schizophrénie. Au critère A, on doit retrouver 2 ou plus des symptômes suivants, là, des 5 symptômes que vous voyez, pendant une proportion significative de temps au cours d'une période d'1 mois au minimum. Puis, au moins un des symptômes, 1, 2 ou 3 doit être présent. Puis ces 3 premiers symptômes-là sont soit des idées délirantes, c'est-à-dire des idées des mauvaises conceptions de la réalité, des idées qui sont fausses d'une réalité, qui sont irréductibles. Puis parfois, ces idées délirantes-là peuvent être soit paranoïdes, soit mystiques ou encore grandioses, c'est-à-dire il y a des extraterrestres qui lui ont sommé d'avoir une mission de sauver la planète Terre, par exemple. Il y a ensuite les hallucinations qui peuvent être tant auditives, visuelles et parfois hallucinations synesthésiques qu'on appelle, c'est des hallucinations plus tactiles ou encore un discours désorganisé. Donc, pour pouvoir diagnostiquer une schizophrénie, au moins un de ces 3 symptômes-là doit être présent. Et au total, au moins 2 symptômes. Puis, au critère B, ce qui est aussi très important de considérer, c'est que durant une proportion significative de temps, depuis le début du trouble, le fonctionnement dans un domaine majeur tel que le travail, les relations, l'hygiène, c'est vraiment détérioré. Puis, des signes continus du trouble persistent depuis au moins 6 mois. Et donc, c'est possible que parfois, les critères A ne soient pas vraiment présents pendant plusieurs mois, mais qu'il y a quand même, par exemple, le critère 1 ou 2 pourrait ne pas être présent, mais qu'il y avait quand même certains comportements désorganisés qui étaient présents depuis quelques mois. Et ça nous permet à ce moment-là de pouvoir diagnostiquer une schizophrénie. Et comme vous voyez, souvent, on a besoin d'un historique d'au moins 6 mois pour pouvoir diagnostiquer la schizophrénie. Ensuite, ici, on a choisi un des troubles anxieux, soit l'anxiété généralisée, qui est décrite comme étant une anxiété puis des soucis excessifs qui sont présents la plupart du temps pendant au moins 6 mois.
puis une anxiété qui concerne là, un nombre d'événements ou d'activités. Les gens qui souffrent d'anxiété généralisée ont souvent beaucoup de difficultés à contrôler les préoccupations qui sont souvent multiples. Puis l'anxiété et les soucis sont associés à 3, sinon plus, des 6 symptômes suivants. Donc, souvent, ils vont décrire qu'ils sont fatigués, qu'ils ont de la difficulté à se concentrer, qu'ils ont des problèmes de mémoire, souvent parce qu'ils sont pris dans leur rumination anxieuse, de l'irritabilité, des perturbations de sommeil. Puis, encore une fois, l'anxiété, les soucis ou les symptômes associés au niveau physique doivent entraîner une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement. Donc, une petite vignette clinique pour essayer de mettre certains diagnostics qu'on a discutés un peu plus tôt dans un contexte clinique. Donc, je vous présente ici le cas d'Anaïs, qui est une jeune femme de 28 ans, qui est étudiante en droit et habite avec son conjoint qui est ingénieur. La patiente est amenée à l'urgence par son conjoint qui s'inquiète de certains changements de comportement récents. Elle n'est pas connue du service de psychiatrie de votre hôpital. Durant la nuit, la jeune femme est plutôt agitée. Par moments, elle parle seule. Elle a très peu dormi et fait des dessins, écrit des textes. Donc déjà, avec les quelques informations que je vous donne, je vous invite à réfléchir à quelle catégorie diagnostique, déjà, ça vous fait penser. Ensuite, au questionnaire, la collaboration de la patiente est mitigée. Elle parle de la mission qui lui est communiquée par la voix de l'être divin. Puis elle fait des écrits religieux à profusion. De plus, Anaïs nomme entendre la voix de l'être divin. Elle considère que son problème est surtout lié à l'anxiété. Elle parle avec des phrases décousues et très rapidement lors de la rencontre. Donc, la patiente consciente que vous discutez avec son conjoint, celui-ci vous apprend que la patiente semblait plus énergique qu'à son habitude depuis 3 semaines, après qu'elle était acceptée à un stage à l'étranger. Elle avait tout récemment pris divers projets additionnels, puis son sommeil avait grandement diminué. Elle semblait exaltée, euphorique. Puis son conjoint avait même remarqué plusieurs achats inhabituels et dispendieux. Le conjoint aussi discutait avec les parents d'Anaïs et ceux-ci auraient souligné qu'elle avait déjà été suivie pour une dépression il y a 5 ans. La grand-mère paternelle aurait été longtemps hospitalisée, mais le diagnostic est inconnu. Encore une fois, basé sur les informations collatérales qui sont souvent très complémentaires et parfois même une grande majorité de l'information qu'on est en mesure d'obtenir pour la patiente. À quoi cela ça vous fait penser? Donc, finalement, le diagnostic pour cette jeune dame, provisoire toujours, mais tout de même qui semble assez plausible. Donc, on parlerait ici d'un épisode de manie avec symptômes psychotiques le plus probable dans le cadre d'une maladie affective bipolaire type 1. On pourrait toujours réfléchir à ce qu'il y a la possibilité d'un trouble induit, ce qui a été peu exploré là, dans la situation clinique discutée, mais c'est toujours pertinent d'y songer. C'est vraiment l'évolution qui va nous permettre de déterminer s'il s'agit effectivement d'une maladie affective bipolaire versus un trouble schizoaffectif, qu'on n'a pas eu la chance aujourd'hui de discuter, mais c'est souvent l'historique, la présentation clinique des patients lors des suivis externes, aux urgences, à l'hôpital, ainsi que les informations collatérales au fil du temps qui vont nous permettre de clarifier les diagnostics. Donc, vous retrouverez l'ensemble des critères plus complets dans le DSM, décrivant aussi les exclusions, les diagnostics différentiels, ce qui est aussi très intéressant. Pour que vous sachiez aussi une autre méthode de classification disponible qui s'appelle le CIM-10, des troubles mentaux et des troubles du comportement. Ceci dit, on utilise principalement en Amérique du Nord le DSM-5. Mais pour que vous soyez au courant, ça peut être intéressant aussi de voir d'autres classifications. Donc, voici pour les différentes références que j'ai utilisées pour la présentation actuelle. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.